Janvier 2022. Le célèbre World of Warcraft de Blizzard en est, dans sa version moderne appelée Retail, à sa 9e mouture, l'extension Shadowlands. Pour vous résumer le contexte de l'histoire du jeu depuis novembre 2020, les personnages joueurs, les aventuriers d'Azeroth, plus que jamais divers et variés, ont été envoyés par des scénaristes hallucinés dans l'Ombre-Terre, à ne pas confondre avec l'Outre-Terre, connu des joueurs d'il y a 15 ans. L'Ombre-Terre est l'univers parallèle de l'après-vie, et ou plan énergétique primordial de la mort. Ça c'est pas extrêmement clair pour les scénaristes eux-mêmes, alors bon. Nous sommes envoyés dans cette dimension donc pour y affronter des menaces jamais évoquées jusque-là, et maladroitement maquillées pour faire comme si elles étaient prévues depuis l'époque reculée des Warcraft jeux de stratégie. Cette dimension d'Ombre-Terre est divisée en une infinité de royaumes, chacun avec leur propre esthétique et leur propre fonctionnement, mais pour des raisons techniques et budgétaires évidentes, on ne nous en fait visiter que 5 ou 6, sans jamais parler des royaumes qui existent autour. Ceux qui sont évoqués sont d'ailleurs des Apax, ils n'apparaissent qu'une seule fois, et toute l'histoire est construite comme si on n'avait que 4 royaumes, ceux des 4 congrégations jouables, l'Antre et Oribos en plus. Échec de world building. WoW Shadowlands en est actuellement à son patch 9.1.5. Cette vidéo a pour sujet principal de se projeter dans l'avenir, d'envisager l'extension suivante, la 10.0. Certains pensent même qu'une annonce officielle est imminente, ce qui me précipite un peu. Il est temps de faire un grand bilan de ce qu'on peut faire comme hypothèse. On ne détaillera donc pas ce contenu actuel, un contenu déroutant, que ce soit par le révisionnisme omniprésent de l'histoire de Warcraft, ou les aspects de gameplay et de game design qui en ont rebuté plus d'un. Je ne vais pas non plus parler des nouvelles révélations sur la fin d'extension qui se profile. Je rappelle juste en passant que la 9.2 a été annoncée en novembre, et qu'elle semble être attendue pour cette fin d'hiver ou début de printemps. A vrai dire, je n'y joue plus moi-même actuellement. C'était une simple mise en situation pour dire que, en résumé, la fréquentation du jeu n'est pas au meilleur de sa forme. Et ne parlons pas de notre suspension volontaire d'incrédulité face au monde du jeu. Pendant cette extension, la popularité du supposé indétrônable roi des MMORPG est en berne, et ce après une précédente extension, BFA, qui elle aussi avait été très moyennement appréciée du public. Bref, l'état du jeu et du lore est jugé globalement désastreux par la plupart des joueurs, et sans parler des affaires judiciaires et disons morales qui ont secoué l'entreprise ces derniers mois. Si vous êtes joueur de WoW vous-même, vous êtes d'ailleurs en écrasante majorité des ex-joueurs au moment où je parle. Seulement voilà, comme le dit la sagesse populaire des internets, WoW est mort. Façon ironique de rappeler que malgré une dizaine d'années de déclin, Blizzard dispose toujours des moyens de sortir une nouvelle extension, de maintenir le jeu en vie, envers et contre tout, et donc de nous surprendre. Et peut-être en bien, comme l'avait fait l'extension Légion de 2016. Nouvelle de la semaine. On vient d'apprendre le rachat officialisé d'Activision Blizzard par Microsoft. Eh bien, sachant que les déceptions en chaîne de WoW sont en bonne partie attribuées à la gestion discutable par Activision depuis son rachat de Blizzard, et si on regarde la qualité globalement saluée des licences de jeux Microsoft, ce rachat est paradoxalement de bon augure. Mais en tout état de cause, il ne produira ses effets que dans quelques années au plus tôt. Le développement de la 10.0 sera déjà trop avancé pour qu'un recadrage notable ne l'affecte. Passons donc sur le fond de l'histoire, du récit. Dans une interview de développeur, on apprenait que la prochaine extension verra un retour sur Azeroth, un retour sur le plancher des vaches, bien ancré dans la simplicité et la fantasy classique. Il semble donc que l'équipe du studio ait pris la mesure du rejet des thèmes récents et compris que son public n'adhère pas à ce qu'on pourrait appeler le délire cosmique, ce moment gênant où une histoire de fantasy dérape dans la surenchère et entraîne les aventuriers dans des mondes parallèles, à une échelle cosmique vertigineuse par rapport au monde de base et vers des enjeux ridiculement élevés. En gros, passer d'une quête pour sauver le monde à une pour sauver l'univers, perdant au passage cette familiarité et cette connexion immersive au monde, les joueurs ne s'y sentant plus signifiants ni impliqués. Et à vrai dire, ce stade du délire cosmique avait déjà été franchi à plusieurs reprises dans l'histoire de WoW, Warlords of Draenor ayant été l'une d'elles, qui aura laissé un assez mauvais souvenir. Mais Shadowlands semble être à la fois de trop, ce qui s'ajoute à sa jouabilité fastidieuse et a fortement contribué à son échec à mon avis. Donc d'accord, la 10.0 verra un retour au bercail sur notre bonne vieille Azeroth. Mais où ? Voyons d'abord l'hypothèse dominante du moment, l'hypothèse draconique, et les éléments qui la soutiennent. Il y a plus d'une semaine, on a commencé à voir fleurir sur des forums, comme MMO Champions, des prétendues fuites d'informations, des leaks, sur la future extension, la 10.0. Dossier que je ne vais pas vous lire en détail car les nouveautés prétendues me semblent simplement grotesques. Grotesques dans le sens encore plus grotesque que ce à quoi les récentes directions de WoW nous ont habitués. Éclosion de la monde d'Azeroth sous la forme d'un dragon, dragon noir en nouvelle race jouable et j'en passe et des meilleurs. Mais ces canulars viennent cimenter bon nombre de spéculations des forums, c'est ce fanlore en devenir que j'appellerai ici l'hypothèse dominante.
Et là, il y a matière à commentaire. En effet, cela fait des années que les fans s'attendent à un retour au premier plan des dragons d'Azeroth, qui étaient un peu relégués à la marge depuis la conclusion de l'extension 5, Cataclysme, bien qu'ils aient toujours continué d'apparaître en toile de fond. En particulier avec l'histoire filée depuis l'époque de Cataclysme d'un fils incorrompu du grand dragon noir Eldemort nommé Irion. Sa montée en puissance en éradiquant presque tous ses semblables dragons noirs, son intervention en conclusion de la précédente extension, BFA, lorsqu'il prend part au combat final contre le dieu très ancien N'Zoth, et son potentiel pour reconstituer les rangs de son vol draconique. Sans parler de sa relative popularité dans une partie du public, pas forcément la plus inspirée. Bref, de subtiles allusions aux îles des dragons par ce Irion ont été vues comme des indices sur le futur de l'histoire. Le rendez-vous a été manqué au passage de BFA à Shadowlands, mais qui sait, les indices sautent parfois une extension, comme on l'avait vu d'ailleurs avec Irion prédisant l'extension Légion durant Mist of Pandaria. Un peu d'histoire donc. Les îles des dragons étaient une région imaginée aux origines même du jeu, dans sa version classique alpha, comme une zone de raid haut niveau qui aurait été située au nord de Lordaeron, l'ancien royaume humain désormais terre des morts vivants réprouvés, et à l'ouest de Quel'Thalas, le royaume des hauts elfes ou elfes de sang. Une ébauche existait dans les fichiers originels du jeu avant de disparaître, et avant que les idées ne soient recyclées dans des extensions qui, elles, virent le jour. Ainsi, le lieu de regroupement des 5 grands vols draconiques, chacun d'une couleur, devint le temple du repos du ver en Orphandre, à l'extension Wrath of the Lich King. L'idée d'une ammonite géante se concrétisa dans Cataclysme, dans la zone de Vash'ir, et l'idée d'un temple à l'image d'un céphalopode apparut bien plus récemment dans Battle for Azeroth avec le sanctuaire des tempêtes dans le royaume insulaire humain de Kultiras. On pourrait donc avoir un nouveau semi-continent à la manière de Zandalar ou Kultiras dans BFA, un archipel d'îles, chacune avec son thème et peut-être son vol draconique attitré. Ou peut-être une combinaison inédite de thèmes, avec la présence de vols inédits, car il est dit qu'aux origines il existait bien plus que les 5 vols draconiques modernes que sont les rouges, bleus, verts, noirs et bronzes, sans compter les vols artificiels ou dérivés comme les infinis, chromatiques, pestiférés, ailes du néant ou du crépuscule. Ce genre de zone pourrait nous révéler, ou plus probablement réécrire complètement, comme à chaque fois, le passé des 5 aspects draconiques, nous expliquer les liens d'évolution entre dragons élémentaires, proto-drake du Orphandre, Galacronde et les 5 vols draconiques modernes, liens qui m'ont toujours semblé très bancals. On pourrait aussi enfin connaître la place des dragons des tempêtes dans tout ça, eux qui ont été révélés tardivement pour Légion, aux îles brisées, et dont on vient de découvrir un côté nécromantique avec le boss final de la toute nouvelle zone de départ du jeu, les confins de l'exil, ajouté pour Shadowlands. Certains imaginent même que ces îles des dragons pourraient léviter dans le ciel. Après tout, les dragons ont des ailes pour voler, et assez de magie pour faire aussi bien que les mages ont su faire avec Dalaran. Et ça expliquerait à point nommé pourquoi ces îles n'étaient pas sur les cartes, tandis que la Grande Mer commence à être sacrément encombrée depuis 2 ou 3 extensions. Mais ces considérations logiques sont de toute façon généralement ignorées par les devs. En résumé, les îles des dragons seraient une terra incognita, une carte vierge, où les devs auraient le loisir d'imaginer tout ce qui leur passe par la tête, et il est donc impossible à ce stade de spéculer sur du concret. Plus concret et plus solide, si ça s'avère exact, le data mining de fichiers récemment ajoutés dans le jeu réel et cryptés a dévoilé certaines données qui correspondraient possiblement aux objets virtuels accompagnant l'achat de la future extension en version Deluxe, ce qui laisse entrevoir le thème, ou du moins une certaine saveur, pour la prochaine extension. En particulier, un nom aurait été extrait, qui fait référence à un effet visuel, une monture Drake d'Émeraude, pour traduire. Graphiquement, les effets trouvés évoquent fortement la féerie verdoyante du rêve d'Émeraude et des énergies primordiales de vie. Il n'y a donc pas de raison de douter de cette interprétation. Les autres visuels font penser à des halos de brume, qu'on peut là encore rattacher au rêve d'Émeraude. Et on voit aussi un halo blanc scintillant qui pourrait être d'une tempête de neige ou bien de la lumière lunaire, ce qui relie peut-être à la déesse Elune, qui rentre en effet dans la thématique dragon, énergie de la vie et rêve d'Émeraude. Si les gens de Wowhead ont vu juste, la monture collector de la 10.0 sera un dragon du vol vert. C'est vrai qu'il existe des montures Drake de tous les vols draconiques majeurs, sauf les verts. Il semble donc logique, au bout d'un moment, de compléter. Faut-il donc conclure et refermer le dossier ? J'en vois certains regarder la barre de temps de la vidéo et pressentir ma réponse. À mon avis, non, en effet, les possibilités ne sont pas réduites aux dragons.
S'il me semble extrêmement probable qu'on ait affaire aux dragons à nouveau, aux rêves et aux druides, et à la réapparition des îlots dragons dans le lore sous une forme ou une autre, je ne crois pas que cela suffise à offrir un contenu complet d'extension, et qu'à côté de ça, on dispose d'indices de poids pour compléter ce tableau de pronostics. Ça fait plusieurs années, sur les forums, que je m'intéresse, comme d'autres, aux montures et familiers de la boutique Blizzard, et à leur rapport avec l'histoire. D'abord, c'était par curiosité et intérêt roleplay, comment interpréter tel nouvel asset payant ou promotionnel quand il commence à déferler dans les rues de Hurlevent ou les vallées d'Orgrimmar. Pour ceux qui m'ont déjà lu quelque part, vous savez que je réfute absolument les négateurs du jeu qui estiment que ce qui se passe à l'écran n'a aucun lien avec l'histoire de son personnage, et que l'immersion serait un produit dispensable et contingent. Donc pas question pour moi de fuir cette question des items de boutique d'un revers de la main avec la réponse cliché « c'est des goodies payants, ça ne compte pas vraiment, ignorez-les ». Non, ces assets intègrent le jeu officiel, ils ont donc un sens, ils intègrent l'univers et donc le lore. Or, cette approche m'a justement permis de découvrir des schémas intéressants dans la logique des contenus futurs. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer comment. Si vous préférez aller directement à là où je veux en venir, sans passer par cet historique, n'hésitez pas à sauter jusqu'au chapitre à 21 minutes dans cette vidéo. Tout d'abord, aux origines du jeu, il existait en parallèle le TCG, le jeu de cartes à collectionner dont certaines cartes rares offraient des items spéciaux en jeu, dont des montures, mais passons rapidement. Commençons par la première vraie monture directement achetable en argent réel, le Palefroid Céleste, durant la version 3 de WoW, Lich King. Je l'identifie à une créature artefact titan d'Ulduar comme le sont les constellaires. C'est une interprétation basée sur son esthétique et son contexte de sortie, en l'absence d'une explication officielle dans les contenus d'époque. Remarquez la pauvreté du texte d'ambiance en jeu. Sa description commerciale sur le site est tout aussi vague, affirmant qu'elle est née dans le néant distordu, ce qui était ma foi cohérent dans l'univers d'époque de la version 3 de WoW, mais assez hors sujet dans l'univers actuel depuis le retcon complet de la cosmologie. Ensuite, le gardien ailé, qui m'évoquait très vaguement le style titan d'Uldum, là encore vu le contexte de sortie de Cataclysme, mais qu'on ne peut visuellement relier à rien de connu dans l'univers Warcraft. Le texte d'ambiance en jeu est quand même assez clair. Récemment exhumé d'une tombe antique, ce fier lion ailé a sans doute servi l'un des anciens princes Tol'vir. On était donc bien sur une créature d'Uldum, où les Tol'vir vivent, et le côté chimérique colle avec l'inspiration égyptienne de la zone. Bien qu'on voit mal comment les Tol'vir auraient pu chevaucher une telle créature. La troisième, si je me rappelle bien, est arrivée en conclusion de WoW version 4, Cataclysm, et fait directement référence dans son texte d'ambiance à la fin de règne des dragons qui concluait l'extension. Peut-être était-ce un produit secondaire de l'utilisation de l'âme des dragons. Son annonce commerciale fait une référence intéressante au soleil, mais dont on ne peut pas encore faire grand-chose. C'est vraiment une bizarrerie, car on n'a jamais vu de créature similaire, ni avant ni après. Les serpents nuages de Pandarie, de l'extension suivante, ont récupéré une partie de la silhouette et des animations, mais ce point se limite un peu au côté technique, disons. Aucun dragon de lumière. La chose la plus proche que je vois sont les échos de dragons de bronze et les sorts de soins de chromie contre Kairos Dormu à WoD. Continuons avec le Palefroid des Vents, sorti au premier patch de Mist of Pandaria, dont le texte d'ambiance indique clairement qu'elle est une rareté originaire de Pandarie. L'allure rappelle les Talbuks d'Outre-Terre, et côté folklore du monde réel, le Kirin asiatique. On n'a jamais vu ou revu cette créature ailleurs en jeu, mais ça va, c'est assez bien justifié. Patch suivant de Mop, l'aile de sang cuirassé. Les textes officiels n'expliquent rien, mais une monture volante chauve-souris mangeuse de chair, ça existe depuis le WoW de base chez les réprouvés, et encore depuis plus longtemps chez les trolls, rien à redire. Et là, troisième patch. Alors que la révolution troll démarre contre le chef de guerre orc de la Horde, on nous sert le dragon faé enchanté. À l'époque, à l'instar des autres montures de boutique, elle n'existait nulle part comme PNJ en jeu. On était tous amenés à l'interpréter comme une forme géante des fées fléchiteuses qui habitent les forêts de Kalimdor, et donc une créature azérotienne, juste liée au rêve d'émeraude. Oui, mais coup de théâtre incompréhensible, cette créature apparut ensuite en masse comme PNJ dans l'extension suivante, WoW version 6, Warlords of Draenor. Et en tant que créature native de Draenor, ce monde qui préexistait à l'Outre-Terre, élevée et chevauchée par les Draenei. Le problème, c'est qu'elle ressemble trop aux fées fléchetteuses pour qu'on y croie vraiment.
Encore une convergence évolutive, comme par hasard, entre Azeroth et Draenor? Et encore une bestiole qui aurait été totalement exterminée dans ce monde, pour qu'on en ait retrouvé nulle trace en notre terre, ou dans les vaisseaux Naharu de l'extension Burning Crusade. Si vous voulez mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, ce modèle de dragon fée fut inventé avec du lore de Kalimdor en tête, mais pour le recycler et sans tenir compte de la logique, ils l'ont utilisé à la dernière minute pour rendre Draenor plus exotique et plus chatoyant. Et là ça crée une incohérence complète, repensez-y. Ça veut dire qu'à l'époque, pendant un an, on s'est retrouvé avec une monture qui se promenait avec les joueurs sur Azeroth, alors qu'elle venait d'une version du passé alternatif de Draenor, qui n'avait même pas encore été ouverte. Garrosh n'avait même pas encore été attaqué dans ses bunkers sur Wargrimmar. Du délire. Après, vous savez, je suis capable de tout rafistoler. Je vais vous justifier ça avec le lien entre Draenor et le rêve d'Émeraude, déjà établi d'ailleurs à l'époque de Burning Crusade, avec la forme de vol de druide et Anzu. Mais bref. Ça crée aussi un précédent. On peut obtenir une monture payante qui se retrouvera dans l'extension suivante et même plusieurs patchs à l'avance avant même qu'elle ne soit annoncée. C'est ce qui recommence avec le saccage ciel de fer sorti au patch 5.4 de MOP. Créature nouvellement inventée que les devs baptisent Rilak, ça ressemble totalement à une chimère de Kalimdor, mais on verra ses PNJ et l'état sauvage durant WoD, ce qui ancrera bien la créature dans le paysage de Draenor. Encore une convergence entre Azeroth et Draenor, attestée DBC cette fois avec les chimères d'Outre-Terre. Ceci dit, vous voyez qu'une fois de plus, alors que Garrosh était encore en train d'encaisser le siège d'Orgrimmar, avant sa défaite, avant son procès et avant même que la porte des ténèbres ne soit redirigée vers la Draenor alternative et sa horde de fer, on voyait déjà se balader des Rilak inexplicablement capturés par les joueurs. Facétie de la chronomancie. Passons à la sortie de WoD. Une monture boutique peut être partagée temporairement à son groupe de raid, c'est la Méca Cavale de Cauchemar. Création artificielle de forgeron, pas grand chose à en dire. Et au même moment, le Saccageur Sinistre, qui est un ravageur dompté, une créature insectoïde native de Draenor, qui est vendue en même temps que les zones d'où elle est censée provenir, pas de commentaire donc, c'est logique. Au premier patch de WoD, la 6.1, apparaît alors le Sabre-Rune Mystique. Une vague référence au style elfe de la nuit, mais complètement hors sujet dans le paysage de Draenor à ce moment. Une énigme. On découvrira une extension plus tard, à Légion, que c'est une monture répandue chez les Sacres Nuits de Suramar, dans les îles brisées. On saute donc à Légion, patch 7.3, le Cherche-Étoile lumineux. C'est un Pantara qu'on trouve naturellement dans la faune résiduelle d'Argus, le monde originel des Draenei et quartier général de la Légion Ardente. Monture tout à fait en contexte donc. Vient Battle for Azeroth et avec une série de montures qui rendent hommage au zodiaque annuel du calendrier chinois. Bien qu'on frôle le 4e mur, que l'esthétique soit parfois discutable, et qu'on n'en trouve aucun équivalent parmi les PNJ du monde du jeu, on peut rattacher ces créatures à la Pandarie. C'est d'ailleurs le lore officiel dans les textes du jeu ou de boutique. Passons donc, leur cas confine à la Pandarie et n'a pas vraiment d'interaction avec le scénario. Le Noircillage. Première monture indirectement payante car offerte avec l'abonnement de 6 mois. Référence à la navigation, peut-être au bateau volant grâce aux arcanes de Jaina dans la cinématique de BFA, même si le texte commercial parle plutôt d'un dieu kraken. Quoi qu'il en soit, on est dans le thème de BFA. Maintenant, le familier Vulpin, au patch 8.1. Le texte officiel dit qu'il vient de la ténèbre de l'au-delà, l'équivalent warcraftien de l'espace dans le monde physique. Donc, il viendrait d'une autre planète. Sauf qu'on retrouve ce même modèle dans l'extension suivante, Shadowlands, comme créature sauvage dans Bastion, en ombre-terre, qui n'est justement pas dans la grande ténèbre de l'au-delà, mais dans l'au-delà tout court. Quoi qu'il en soit, même si on ne pouvait pas deviner l'extension SL à partir de ce modèle de monture et de son lore, il reste que ce modèle était bien là en avance de son extension. Rêveur Sylvestre, patch 8.2. D'après le texte officiel, créature née ou invoquée par l'imagination d'un artiste de Dalaran. Or, en pratique, c'est une créature native de Sylvarden en ombre-terre, appelée aile voilée ou plume de brume, qu'on a donc découvert là aussi dans l'extension suivante. Incinérateur fumécaille, machine de gnome énergisée par un démon, sans commentaire, quoi qu'on puisse souligner le thème draconique. Serre-tempête et aile tonnerre d'albâtre, des statues magiques à l'image des montures volantes basiques historiques des deux factions jouables, Griffon pour l'Alliance, Wyvern pour la Horde, rien de particulier à cet égard.
Voilà pour les montures boutiques jusqu'à la dernière extension. Je reviens 2 minutes sur un autre type de monture payante, indirecte celle-là, celle offerte en achetant une version collector ou de luxe d'une extension. Elles apparaissaient en jeu dès la date de précommande, c'est-à-dire plusieurs mois avant l'ouverture du contenu concerné, ce qui a pu ou non créer encore des incohérences de temporalité dans l'immersion durant ce laps de temps. Mop proposa le Killian Impérial, une monture des Mogu bien présente en Pandarie. WoD proposa le Corbeau de l'Effroi, monture des Arakoa présente en Draenor, où vous devinez le fossé dans la continuité quand elle fut disponible durant toute la fin de Mop. Légion proposa le tracker gangrené Illidari, un démon qui a toujours existé dans l'univers et dans le jeu en soi, donc pas de problème. Battle for Azeroth proposa une monture s'adaptant à la faction, Ravazor doré côté Horde, dinosaure originaire de Zandalar, et Étalon crin de mer côté Alliance, un simple cheval de Kultiras. Les 2 régions existant en background en Azeroth n'ont pas posé de problème. Et enfin le Wyrm éternel ensorcelé, créature d'anima d'Oribos en nombre terre pour l'édition de Shadowlands. Vous voyez maintenant la logique de s'être penché sur le data mining d'une monture Dragon d'Émeraude en possible item de l'édition de luxe de la 10.0. Mais notez aussi comment le Relac de la 5.4 annonçait la 6.0 WoD, et comment le Dragon Fae de la 5.3 s'est aussi retrouvé dans la 6.0, qui était alors inconnue et imprévisible des joueurs. Notez comment le Sabre Rune de la 6.1 annonçait la 7.0 Légion, et enfin comment le Vulpin de la 8.1 et l'aile voilée de la 8.2 annonçaient la 9.0 Shadowlands. Au départ, on peut supposer que les devs qui travaillaient à l'extension suivante ont simplement recyclé des assets ou fait fructifier leur travail de développement sur une créature en la vendant en avant-première comme monture de boutique. Mais ça veut aussi dire qu'une monture boutique peut désormais annoncer, volontairement ou non, le genre de créature de zone de la future extension. Et si c'est volontaire, on peut même s'interroger sur le contenu du descriptif commercial dans le lore. Maintenant, petite extrapolation. De quoi le Flambe-Ciel Saphir est-il l'annonciateur ? En juillet 2021 dernier, arrivait une nouvelle offre d'abonnement de 6 mois avec une monture volante dont le modèle est inédit. Je vous laisse lire le descriptif et le texte d'ambiance qui est avare de lore comme toujours pour ses produits, mais pas muet non plus. Voici ce que j'écrivais alors. Déjà, on ignore la véritable raison de l'arrivée en Azeroth. On pourrait en rester là, un circulé, y a rien à dire, comme une monture commerciale dénuée de background. Mais ce n'est pas tout. C'est une créature volante. Elle dégage de la chaleur. Et si on met en rapport avec le nom, Flambe-Ciel, c'est donc une sorte d'oiseau de feu, mais bleuté. Mystérieusement arrivé en Azeroth, donc venant d'ailleurs qu'Azeroth. Concernant la direction artistique, l'esthétique visuelle, elle est très élégante, et je l'avais trouvée bien plus cohérente avec l'univers Warcraft que les plus anciennes montures payantes et promotionnelles. On a donc un oiseau gris et bleu ciel, avec un squelette proche des phénix de Pandarie déjà existants. Il est armuré d'argent ciselé et de gêne saphir selon un style assez franchement elfique. Style elfique du moins dans la pop culture, Seigneur des Anneaux, mais aussi avec le style bien né et haut elfe de Warcraft. À cause de l'esthétique pouvant se raccorder au bastion, j'avais rapidement envisagé que cette monture puisse annoncer un nouveau contenu en rapport avec les Kyrians, voire un nouveau royaume d'Ombre-Terre. Mais l'annonce de Zereth Mortis comme dernier patch, et ce qu'on en a vu, élimine cette hypothèse. Ma seconde hypothèse, et ma préférée, est que, comme le Sabre Rune, le Vulpin et l'aile voilée en leur temps, le Flambe-Ciel de la 9.1 annonce une créature de la 10.0 et donc un indice sur le thème d'extension. Mon pari, c'est qu'on a affaire à une espèce de phénix. En plus du modèle en soi, le squelette qui évoque ceux de Pandarie, le fait qu'il flambe le ciel et dégage de la chaleur est absolument caractéristique à mon sens. Ce n'est pas un phénix de Pandarie, car on nous affirme qu'il est arrivé en Azeroth. C'est peut-être un élémentaire des terres de feu. En fait, je mise sur le phénix à l'ancienne, de la famille des phénix invoqués par les mages de sang, comme Alar. Cette créature a d'ailleurs été retravaillée récemment pour Warcraft 3 Reforged. On n'a jamais vraiment connu leur background, même si des indices parlent du plan du feu. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient une invocation favorite des mages de sang, elfes de sang, et que c'est donc une créature très liée à Kel'Thas. Enfin, la dernière monture boutique, en achat direct, le Féligre mordoré. En anglais, le nom est Sunwarmed Furline,
littéralement réchauffés par le soleil, qui insiste sur un thème solaire, sachant que le soleil est un sujet toujours esquivé par le lore, un mystère encore plus épais que ne l'était Elune. Voici le descriptif officiel. On peut donc y appliquer l'analyse. Première information, c'est un animal d'Azeroth. Le texte ne le confirme pas directement, mais le slogan de vente, si. Découvrez la monture la plus soyeuse d'Azeroth. Contrairement au flambe-ciel, ce n'est pas une invocation d'un autre plan, ni même d'un autre monde. Intéressant puisque ça concorde cette fois avec l'idée d'une extension Retour sur Azeroth, que tout le monde appelle de ses vœux et confirmée par les devs. C'est un félin. Or, Keltalas est connu pour sa faune, surtout composée de lynx. C'est un chat. Or, Lune d'Argent est la ville avec une énorme densité de chats au mètre carré. Des yeux d'émeraude, un panaché flamboyant. J'y vois un champ sémantique qui penche drôlement vers l'aspect des elfes de sang. Les endroits encore baignés de soleil. Le thème insiste donc sur le soleil. Or, le soleil n'est mis en avant que dans la culture des Thalassiens, et des Tauren, et des Araquois, mais ils ne sont pas d'Azeroth, et aussi des Tolvir, mais qui parieraient sur un retour à Uldum déjà revisité fin BFA. Qui filtre entre les feuilles d'automne. Le thème automnal et feuillu est particulièrement présent dans le bois des champs éternels. Il ne dit jamais non à la douce chaleur d'un feu de camp. Évidemment, petite conclusion pour justifier que la monture vous accompagne si on l'achète. Niveau esthétique, il faut d'abord remarquer les chaînettes et pendentifs sur la tête. Des émeraudes. C'est quasiment le même style que ceux que portent les elfes de sang, notamment avec les nouvelles options de bijoux. Les touffes de poils à la pointe des oreilles. Ce n'est pas un caractère qu'on retrouve chez les chats, mais chez les lynx. Et comme je viens de le dire, ils sont de la faune native de Keltalas. La selle m'évoque deux choses. Un peu Sylvarden, notamment avec le choix de l'image qui met la zone en toile de fond, mais sans plus. Et beaucoup Suramar et les Sacres Nuits. Or, Suramar est désormais très lié à Lune d'Argent, et il est sous-entendu que Lord Témar pourrait épouser Talisra. En tout cas, ils sortent déjà ensemble dans l'univers étendu récemment publié. Ceci dit, le tissu violet et le métal ciselé argenté pourraient aussi évoquer le style des elfes du vide, ces elfes de sang de l'Alliance entre guillemets. Il me semble donc certain que dans la prochaine extension, on se retrouvera avec des phénix. Le flambe-ciel version saphir, en tant que monture boutique, est une rareté qui n'est pas forcément représentative de ce qu'on verra à l'état sauvage. Pour ça, il faut savoir que Wowhead a présenté le data mining d'un ricolore gris et orange, bien plus typique des phénix classiques. Et donc je pense que ceux qui se sont trop attardés sur la couleur bleue et qui en ont déduit un lien direct avec Elune ont fait fausse route. Il me semble plus probable que ce soit une nouvelle itération des phénix thalassiens. Le féligre est une variété de lynx qui vit, à mon avis, dans les forêts automnales qui font furieusement penser aux champs éternels, et avec des bijoux qui font furieusement penser aux elfes de sang. Certains ressortent la théorie île des dragons à chaque extension, moi c'est la théorie renaissance de Keltalas. Il y a bien un moment où ça va finir par marcher. Eh bien, peut-être même que les deux vont finir par marcher en même temps. Je m'explique. On sait qu'il y a le besoin de revenir en Azeroth après Shadowlands. En profiter pour traiter de régions et races jouables laissées de côté depuis trop longtemps. Or voilà 15 ans que Lune d'Argent et Keltalas n'ont quasiment pas bougé, à part 2-3 détails, tels que le retcon de la map des portes de Torwata à Cataclysme, un retcon de la plaque du mémorial de Dathremar, quelques quêtes et intrigues secondaires à Mop, l'artefact pandarien en ville, retour des saccages soleil dans le giron du royaume, et à Légion, visite écourtée d'Aléria Coursevent et accueil du tourisme de masse des Sacres Nuits. On a désormais deux races jouables, les elfes de sang et elfes du vide, originaires de ces régions, qui peuvent impliquer les deux factions du jeu. On doit remarquer aussi que leur lore est devenu l'un des moins développés du jeu, n'ayant que des ajouts anecdotiques bien que prometteurs depuis tout ce temps. Les golems d'Anima ramenés de Pandarie, un ajout de background sur Tassala, l'arbre-mère, voire arbre-monde, abattu par le fléau à l'emplacement de Mortholm, dans le lore d'armes prodigieuses de Légion. La quête d'armure ancestrale qui nous montrait certains moments clés de la chute du royaume, la purification progressive du fel, magie engrenée, par le puits de soleil, depuis l'ajout de l'option yeux dorés, et la possibilité du roleplay de haut-elfe, ou presque, disons néo-haut-elfe, avec l'option des yeux bleus et violets arrivée avec cette extension.
les intrigues entre Sindoreille et Chaldoreille, et la romance entre leur régent et la première arcaniste de Suramar, et enfin leur arrivée au premier plan de la Horde, fin BFA, avec l'élimination successive des orques à travers Garrosh, des trolls à travers Vol'jin, et des réprouvés à travers Sylvanas, comme piliers sur lequel compter, avec une possibilité de duo intéressante avec les Tauren, cette autre race tournée vers le soleil, comme je l'avais déjà remarqué dans certaines cinématiques, où Lortemar forme un duo avec Ben Sabot de Sang, comme à la mort de Vol'jin, etc. Ceci étant dit, on ne sait toujours presque rien de leur culture à part quelques grandes lignes, très grossières, puisque leurs seules zones authentiques sont le bois des champs éternels et Quel'Danas, et qu'on dispose donc de très peu de PNJ et encore moins de dialogues pour cerner leur lore. Il y a des possibilités de développement bien plus étendues que ce à quoi on pense en regardant la map. Déjà, refaire complètement les zones du bois des champs éternels, de Lune d'Argent, des terres fantômes, pour les mettre vraiment à jour au niveau de l'histoire, des quêtes par exemple. Les refaire sur un nouveau serveur map, car Keltalas de BC est sur le serveur map Outre-Terre. Cela reviendrait à faire la même chose que ce que Draenor a été à WoD vis-à-vis de l'Outre-Terre, pouvoir tout reprendre à zéro en gardant simplement l'aspect général de la géographie. Et donc pouvoir traiter ces régions à une échelle de représentation plus fine et moderne, plus zoomée, tout comme Kultiras, une île assez modeste par la taille dans l'histoire, a pu être représentée comme un quasi-continent, permettant une richesse de détails et d'immersion qu'il faut saluer. Tous les quartiers PNJ purement d'ambiance à Boralus par exemple. Et tant qu'on y est, rajouter des zones encore inexplorables. On a déjà ce que j'appellerais la Sylve du Nord, j'imagine ce nom à partir de Sylve de l'Est, l'ancien nom des Maltaires, ou aussi appelé Source de la Tondroril, surnommé jadis Northéron avant que les devs utilisent bêtement ce nom pour un coin sans pertinence des hautes terres du crépuscule. Détail intriguant, cette zone de Keltalas, présente sur le serveur map d'Azeroth Vanilla, a reçu un effet de vortex de magie du vide depuis quelque temps, mais aucune apparition dans l'histoire, ce qui montre que les devs y pensent quand même. La source de la Tondroril est vraisemblablement sur la route entre Tirisfal et les Champs Éternels, et c'est donc probablement là qu'a eu lieu l'hiver glaciaire mortel, traversé par les hauts elfes durant leur exil, selon l'univers étendu, mentionné dans le Chronique 1, le livre, et rappelé par l'Orache dans la nouvelle sur la guerre des épines. D'ailleurs, le texte « Affronter le froid sur le Féligre » serait-il un clin d'œil ? Bon, je surinterprète sûrement, mais c'est amusant à imaginer. On a aussi Zulaman, le raid ne couvrant que la ville en soi, mais pas son arrière-pays. Et on peut développer toute la côte est de Keltalas, en général, qui est inconnue. Pour aller plus loin, on sait que dans le lore classique Vanilla, ou Classiquera dirait-on maintenant, ainsi que dans l'univers étendu du film, et celui du vieux JDR papier, Keltalas était formé de deux péninsules, comme une fourche faisant face à Quel'Danas. Or, on n'a jamais vu la deuxième péninsule, qui pourrait justement être cette côte est inaccessible. Et ce ne serait pas la première fois qu'ils rajouteraient une masse de terre et changent le tracé de la côte pour ajouter une région. Ils l'ont fait pour Uldum, les hautes terres du crépuscule, ou encore Givrefeu d'une certaine façon. De plus, l'extension classique, Burning Crusade, tourne actuellement et a ramené pas mal de joueurs dans la nostalgie et la fantasy de ce royaume. Le timing serait donc plutôt bien choisi, quand TBC classique prendra fin. Je vais m'arrêter sur le volet elfe thalassien car il y aurait beaucoup trop à dire et spéculer. Mais je voulais conclure avec l'idée que cette hypothèse n'est pas incompatible avec l'hypothèse des dragons. En effet, Keltalas et les îles des dragons sont probablement voisines. Les dragons étaient même assez proches des elfes, bien sûr des ancêtres Caldoreille et des cousins restés elfes de la nuit en Kalimdor comme on sait, mais aussi des hauts elfes dans la mesure où ils s'intéressaient de très près au Puits de Soleil. L'ancien univers étendu, Sunwell Trilogy et le JDR entre autres, mais aussi le jeu officiel le montrait, avec l'implication de Kalekos et Madrigosa dans le raid de BC. Remarquons aussi que la forme humanoïde de prédilection des dragons est souvent elfique, et même précisément haute elfe, ce qui paraît un peu creux a priori, mais pourrait très bien être justifié par cette proximité culturelle et géographique. Et voilà donc mon pronostic en bilan de toutes ces infos. Une extension Elves and Dragons, avec deux continents, entre guillemets, les îles aux dragons et Quel'Thalas. Dans l'extension en cours, un avant-goût des dragons est bien présent avec l'histoire de la régénération de l'aspect, Ysera dans la zone de Sylvarden. Quant à Kel'Thalas et aux elfes de sang, ce qui remplirait parfaitement ce rôle de filigrane scénaristique, c'est la rédemption post-mortem de l'ancien prince du royaume, combattu à Burning Crusade,
Kael'thas au soleil. Ceux-ci pourraient également utiliser la Malbrèche, Mortholm et plus généralement les restes de l'invasion du fléau comme fil conducteur entre Shadowlands et ce sous-continent. Je suis impatient de découvrir si je me suis trompé ou non, mais surtout de connaître vos propres hypothèses. Ai-je oublié de considérer les données ? Partagez-moi ça en commentaire. Et à bientôt sûrement pour discuter des annonces officielles. Ciao tout le monde!